Ok, bonjour à tous. Je vais vous parler de la DHEA. Vous savez que c'est une hormone stéroïde qui est un polémique, fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de films et beaucoup d'émissions de télévision. Et vous allez voir qu'elle peut avoir un rôle dans le poids, dans le surpoids, dans l'amincissement et dans le métabolisme de l'insuline. Donc, je vous rappelle brièvement qu'elle est sécrétée dans deux zones de la surrénale, que la surrénale sécrète également la cortisol, a parlé le professeur Rapin, mais aussi la noradrénaline, aussi la préninolone. Donc c'est une glande qui est extrêmement importante et qui vieillit malheureusement assez vite. Le sulfate de DHEA est l'hormone la plus produite en quantité chez l'être humain. On sécrète des quantités phénoménales de sulfate de DHEA par rapport à la DHEA. En fait, la DHEA est instable, elle a des sécrétions très irrégulières. La seule qui est stable dans notre sang, dans notre organisme et dans nos cellules, c'est le sulfate de DHEA. Les sécrétions sont impressionnantes. Je vous rappelle que la DHEA, c'est une pro-hormone. En fait, ce n'est pas une hormone stéroïde pure, puisqu'elle va très vite se décomposer en testostérone, en oestradiol, en dihydrotestostérone, et c'est là que sont les dangers de la DHEA. Pour différentes raisons, on les verra un petit peu à la fin de l'exposé. Voilà, je vous rappelle la molécule de DHEA. C'est un vrai stéroïde, avec 4 noyaux. Donc le sulfate de DHEA est le seul stable, le seul qu'il faille doser dans le sang des patients. C'est idem pour la préninolone d'ailleurs, on dose de sulfate de préninolone. Les actions de la DHEA, elle agit sur le système immunitaire. C'est une hormone stéroïde anabolique, vraiment anabolisante, sur les muscles. Donc elle va intéresser dans l'amincissement pour perdre de la masse grasse et gagner de la masse maigre. Mais elle a aussi des fonctions mentales importantes sur l'énergie, la mémoire, sur l'humeur. Et vous avez vu avec le professeur Le Cerf par exemple, ou avec la sérotonine tout à l'heure, que chez les obèses, il y a des diminutions d'humeur, de rythme, parfois des dépressions. Donc ces trois pôles vont nous intéresser, les muscles, l'énergie, l'humeur, pour pouvoir agir sur le poids, sur l'indice de masse corporelle. La DHEA, c'est pour la vie, c'est-à-dire qu'on la sécrète, déjà le fœtus en sécrète, en quantité vraiment très très importante. Elle diminue chez l'enfant pour réapparaître à la puberté. C'est la première hormone qui apparaît à la puberté. Quand vous commencez à avoir des poils sous les bras, des poils axillaires, c'est dû à elle. Et quand vos poils axillaires s'en vont, c'est aussi dû à elle. Donc c'est une hormone qui a une sécrétion très importante, qui est certainement très très liée à la reproduction. Vous savez que les stéroïdes apparaissent dans le corps humain quand la mélatonine diminue. La première baisse de mélatonine dans le corps humain est le déclenchement, le signal du démarrage de la puberté, puisqu'il y a une espèce d'antagonisme entre la mélatonine et les stéroïdes. Donc c'est une hormone qui diminue très vite. Vous voyez qu'on a des pics vers 20-25 ans, à la période de reproduction maximale, et très rapidement, chez l'homme et chez la femme, à 40 ans, il y a une baisse. La baisse est beaucoup plus rapide chez l'homme que chez la femme. Donc je vous passe assez rapidement les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse de la DHEA. Mais il faut savoir que certaines anomalies génétiques, certaines anomalies des cytochromes, peuvent influencer les métabolites de la DHEA et peuvent rendre la DHEA très dangereuse. Elle n'existe que chez les primates et chez l'homme et dans le sang circulant. On est les seuls sur la Terre avec les primates, enfin on est primates bien sûr, mais à avoir ça. Et il n'y a apparemment pas de feedback négatif de la DHEA sur la CTH. La DHEA est estérifiée par l'acide sulfurique et devient la SDHEA. L'estérification protège beaucoup la DHEA de la dégradation métabolique. C'est pour ça qu'elle est stable dans notre sang, qu'elle est beaucoup sécrétée. On a un cycle circadien, on a une sécrétion qui est essentiellement matinale, avec une stabilité sérique ensuite. Ça, c'est pour vous rappeler que vous voyez assez rapidement que quand on vieillit, nos catécholamines augmentent, le cortisol augmente souvent, pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas citer. La testostérone diminue chez l'homme assez rapidement à partir de 45-50 ans. L'œstradiol s'effondre chez la femme, bien sûr, mais la surrénale aussi s'épuise, et la DHEA est sécrétée par la surrénale. La surrénale est une glande extrêmement importante, toute petite, mais qui nous apporte des bénéfices tout au long de notre vie, et qui agit entre autres sur le poids et l'obésité. Est-ce qu'on peut parler d'adrénopause ? Certainement oui. Quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe ? La DHEA diminue énormément, mais en contrepartie, on a une augmentation de la sécrétion de cortisol. La DHEA agit sur la fatigue, la dépression, l'anxiété, sur la résistance au stress aussi, sur la résistance au bruit, sur les douleurs articulaires. Ça, c'est un signe d'absence totale de DHEA. Là, c'est un signe chez un homme, une perte importante de sécrétion de DHEA. C'est également une hormone qui agit sur la cellulite et sur le ventre. Quand les hommes, entre autres, prennent du ventre, et aussi les femmes, c'est lié en partie à la baisse de DHEA.
Où est-ce que la DHEA est le mieux absorbée? Au niveau de l'iléon, mais il faut avoir un pH basique. Si vous avez un pH iléique acide, c'est-à-dire si vous mangez par exemple trop de fromage ou trop de protéines, vous absorbez mal votre DHEA. Ce qui explique que certains patients à qui vous allez donner par exemple 25 mg, vous allez compter dans le sang une augmentation très faible de DHEA. C'est parce qu'en fait ils ont une mauvaise absorption au niveau du grêle. DHEA et obésité. Vous voyez que l'indice de masse corporelle est très lié à la sécrétion de DHEA. Plus les gens sont obèses, plus la sécrétion de DHEA va être basse. La DHEA a la particularité de réduire l'appétit, très doucement, mais c'est quand même un effet qui est assez notoire et qui peut vous être utile dans votre pratique. Elle accroît légèrement les oméga 3 et elle diminue les VLDL. DHEA et diabète. La DHEA simplement en crème, on peut la prendre en crème ou en gélule par voie digestive, c'est mieux de la prendre par voie digestive. On a une diminution du glucose, on a une diminution de l'insuline aussi, l'insuline à jeun. Elle a pour particularité aussi d'agir sur le pancréas et d'augmenter la sécrétion des cellules bêta, donc d'améliorer l'insuline légèrement. Elle combat l'insulinorésistance. Cette étude est remarquable puisque c'est avec seulement 25 mg de DHEA sur 2 semaines. Vous voyez que le HOMA diminue, et plus le HOMA est élevé, plus il diminue rapidement. La DHEA peut vous aider aussi contre le glucose, l'insuline et l'insulinorésistance qui décroît avec. Elle augmente légèrement l'IGF-1 et elle augmente bien sûr le stradiol et la testostérone. On va le voir après. L'inflammation aussi, la CRP diminue avec la DHEA. Exercice et DHEA, surtout chez les femmes post-ménopausées, vous allez voir que c'est là qu'elle est la plus intéressante en fait. Elle est très intéressante parce qu'assez rapidement, en 12 semaines, là c'était avec une dose élevée, 50 mg par jour. C'est une dose que personnellement je trouve un peu élevée pour des femmes. Mais en fait, vous avez un effet sur la graisse assez important. Vous avez plein d'hormones qui augmentent, la DHEA augmente bien sûr, mais la testostérone augmente. La testostérone est très importante pour refaire de la masse musculaire. Le stradiol augmente aussi, le strone, l'IGF-1 un petit peu. Donc vous avez un effet réel sur la graisse. Et l'IGF-1, l'hormone de croissance, augmente toute seule par la testostérone grâce à la DHEA de 9 à 10%. Tout ça en 3-4 mois. Alors, là, vous retrouvez dans cette même étude la masse grasse qui diminue, la masse maigre qui augmente, et ça, c'est très intéressant, et même le VO2 max qui s'améliore avec la DHEA. Donc, si vous faites de l'exercice physique, vous êtes en post-ménopause, vous augmentez naturellement votre DHEA. DHEA et l'essence. La DHEA agit sur les REM, et c'est un GABA antagoniste. Ça, c'est important à savoir, puisque le professeur Appin vous a dit que le GABA était énormément présent dans notre cerveau. C'est pratiquement le seul neurotransmetteur qui nous apaise, qui nous calme, mais la DHEA est un antagoniste très important du GABA. Donc ça veut dire qu'il faut prendre la DHEA le matin et surtout pas le soir. Et à dose raisonnable. Elle permet bien sûr de brûler les calories puisqu'elle augmente l'activité physique indirectement. On constate des taux de DHEA bas dans des maladies neurodégénératives comme le Parkinson ou les démences. Et la neurostéroïdogénèse dans le cerveau existe, elle est très très importante. La concentration de la SDHEA dans le cerveau est 5 à 10 fois plus importante que dans le plasma. Donc c'est vraiment un neurostéroïde dans lequel notre cerveau baigne. Voilà, je voulais vous montrer que le récepteur GABA est dépendant des stéroïdes. Donc la DHEA est un stéroïde, mais elle est anti-GABA. On a également pour stimuler les GABA les barbituriques, l'alcool, je pense que vous le savez, et les benzodiazépines. Et les gens se servent en fait de l'alcool comme d'un stimulateur de GABA. Ce n'est pas un bon stimulateur, mais c'est très utilisé. La progestérone aussi, on va passer assez vite là-dessus. Alors vous voyez que dans cette étude de 2006, l'appétit est réduit par la prise de DHEA. Pas beaucoup, mais c'est suffisamment intéressant. Ça peut être un adjuvant chez vos patients. Également, vous avez une diminution de la dopamine et une augmentation légère de la 5-HTP, de la sérotonine, donc de la mélatonine, aussi le soir pour dormir. Vous aurez un meilleur sommeil si vous prenez la DHEA le matin. Ça améliore votre qualité de vie, en fait. Et ça permet de lutter, de garder une meilleure humeur et d'aider les patients qui sont obèses. Là, vous avez le métabolisme du tryptophane, on l'a vu tout à l'heure avec sérotonine et mélatonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui apporte une espèce de sérénité cérébrale, elle diminue l'appétit. Les patients sous Prozac, sous fluoxétine ont une diminution de l'appétit. Elle prépare le sommeil. Et on l'a vu tout à l'heure avec le professeur Appin, pour qu'elle soit absorbée, elle vient du tryptophane et il faut des sucres.
il faut un petit peu d'insuline vers 17 heures pour faire le passage du tryptophane vers la sérotonine et vers la mélatonine. Donc pour avoir moins faim le soir, il faut absolument manger des sucres lents vers 17 heures pour faire passer son tryptophane et avoir de la sérotonine. Le rôle essentiel des glucides, je vais passer. Donc la DHEA permet de remonter cette sérotonine, elle aide aussi tout doucement à la remontée de la sérotonine, à calmer l'appétit, un peu comme un micro-Prozac en fait. Et si vous l'aidez avec des sucres lents à 16 heures ou 17 heures, vous améliorez encore son efficacité, vous diminuez l'appétit pour le soir et vous permettez un meilleur sommeil, une meilleure relaxation et une diminution de la prise de poids. DHEA et dépression, vous savez que l'humeur est souvent en cause, souvent dégradée chez les gens obèses. C'est normal, le contexte social ne s'y prête pas. Et avec les femmes dépressives sont améliorées assez rapidement avec de la DHEA. Il faut par contre se rappeler que la DHEA stimule un petit peu la mélatonine, on vient de le voir, par la sérotonine. La mélatonine est une hormone parasympathique. La DHEA peut améliorer l'humeur, peut permettre de décroître le stress aussi. Elle permet de diminuer un tout petit peu le cortisol. Donc chez vos patients stressés, un peu de DHEA le matin, ça peut réguler l'appétit et diminuer le stress de ces patients. Donc la SDHEA stimule la mélatonine, pas la DHEA. La DHEA accroît un tout petit peu les hormones thyroïdiennes et la testostérone et décroît un petit peu le cortisol. Chaque patient qui prend un corticoïde, pour une raison ou une autre, devrait prendre une adjonction de DHEA, puisque la cortisone est une hormone catabolique et la DHEA est une hormone anabolique. Et les deux vont ensemble, elles sont très sécrétées par la surrénale, elles sont très complémentaires. C'est juste une étude comme ça en passant pour vous montrer que l'alcool diminue énormément la DHEA et la mélatonine. Elle effondre la mélatonine le soir. Donc si vous avez envie de boire un peu d'alcool, ça peut vous faire grossir et buvez-les surtout pas le soir, préférence le midi. Alors pour la cellulite, les ennemis, c'est l'insuline et les oestrogènes. Parmi les amis, vous avez les androgènes, vous avez les stéroïdes, vous avez la DHEA et la testostérone. Vous voyez que la décroissance en oestrogène peut provoquer tout doucement une apparition de cellulite. Et c'est sûr que la DHEA, dans le surpoids, aide à faire disparaître un petit peu la cellulite. Je pense que vous savez tout ça, que les récepteurs alpha sont beaucoup plus présents chez les femmes que chez les hommes. C'est une des causes que l'adipocyte féminin est beaucoup plus présent, naturellement, pour probablement supporter les grossesses et avoir des réserves alimentaires. Donc il faut se rappeler que la DHEA est une hormone androgénique, très androgénique. Elle fait sécréter majoritairement de la testostérone et beaucoup moins d'œstradiol. Donc si vous avez une femme, par exemple, qui a une pilosité excessive, dès le départ, il faut vous méfier de la DHEA. Elle peut accroître cette pilosité. C'est une étude qui vous montre que la DHEA entraîne une augmentation importante des androgènes, de la testo et beaucoup plus faible de l'œstrone et de l'œstradiol. Vous voyez que chez les patients obèses, si on regarde les niveaux très bas de testostérone totale, c'est très important chez les obèses et très haut, la testostérone est beaucoup plus élevée chez les non-obèses. Pour redonner des muscles sur le corps, que ce soit le visage, les épaules, l'abdomen, évidemment l'abdomen c'est très important, les cuisses aussi, ou même les chevilles, etc. Vous voyez que partout on trouve la DHEA. C'est une hormone qui est très présente dans notre corps, dans nos muscles, qui nous aide, qui nous soutient physiquement et moralement. Je voulais simplement vous signaler que quand vous prescrivez un traitement de la ménopause, un THS, vous augmentez naturellement la DHEA par le THS. Donc si vous voulez en donner dans un THS, il faut donner des toutes petites doses de DHEA à mon avis, pour être safe, ne pas provoquer d'induire de pathologie. Qu'est-ce qui peut bloquer la DHEA ? Certains médicaments, dont l'alcool, on vient de le voir. Qu'est-ce qui peut accroître la DHEA ? D'autres médicaments, par exemple comme la digoxine, la cigarette, accroît la DHEA. Certains antihypertenseurs aussi. Les contre-indications de la DHEA, c'est bien sûr le cancer du sein et de l'utérus, mais les précautions d'emploi, à mon avis, sont très importantes. Les kystes mammaires, les polypes utérins ou même un THS. Si vous avez une patiente qui a des kystes mammaires, à mon avis, ne prescrivez pas de DHEA. Vous lui faites courir un risque inutile, à moins que vous puissiez faire un test génétique approfondi. Est-ce qu'il y a un lien entre DHEA et IGF-1 ? Oui. La DHEA accroît un petit peu l'IGF-1, particulièrement chez les femmes. Sur la santé mentale, vous voyez que la DHEA améliore la santé mentale énormément. Vous avez ici en comparaison avec un placebo. On n'a pas trop le temps de faire ça, mais je vous le passe rapidement. Certaines herbes peuvent accroître la DHEA, mais dans des proportions très faibles, seulement 5 à 10%. Elles sont utilisées, mais si vous avez une DHEA effondrée, ça ne servira absolument à rien. 10% de presque rien, c'est toujours presque rien.
Qu'est-ce qu'il faut faire comme test chez les patients? Je vous l'ai dit, le sulfate de DHEA. Ça ne coûte pas très cher, c'est facilement dosable. Quelle est la dose optimale à donner à vos patients? Probablement la dose autour de 25-30 ans. Mais il faut toujours rester dans le milieu des ranges du laboratoire. Ne mettez jamais un patient en dose maximale de DHEA. Les doses que l'on peut donner, vous avez les ranges normaux de DHEA et les ranges optimaux qu'on utilise en médecine anti-âge. On donne chez les hommes entre, disons, 350, 300, 350, et chez les femmes, 200. C'est un taux, à mon avis, largement suffisant. Et vous avez déjà des améliorations cliniques importantes sur l'obésité, sur l'appétit, sur le mental. Voilà les doses que l'on peut donner. Dans les déficiences moyennes, on donne 10 à 15 mg chez les hommes, 5 à 10 chez les femmes. Personnellement, je ne dépasse jamais 25 mg chez les femmes. Et je vous dis, si vous avez des problèmes de kyste mammaire ou de polype utérin, méfiez-vous beaucoup de la DHEA. Le mieux, probablement, de ne pas en prescrire. Le follow-up, comment il faut suivre vos patients? Il faut surveiller la pilosité, l'acné, les cheveux gras. Dans ce cas-là, si vous avez trop dosé, ou la patiente a une anomalie génétique qui lui fait sécréter trop d'hydrotestostérone. Si vous avez des maux de tête ou une tension beaucoup trop basse, ça veut dire que vous avez induit une baisse de cortisol par votre DHEA. Donc il faut corriger un petit peu le cortisol. Ah, là je vais rester bloqué. Voilà. Merci de votre attention. Très bien. Restez. Très bien. Merci, Dr Dal. Oui, Dr Yaraqi. Est-ce qu'il y a des questions pour Dr Yaraqi et Dr Dal? Professeur Jeanne. Micro, s'il vous plaît. Oui, on va vous le donner. Oui. Monsieur, vous avez parlé de l'éleutérocoque et du ginseng, qui sont effectivement des remèdes extraordinaires, mais il y a maintenant le yam sauvage, arbuste venant du Brésil, qui relance tout. Vous connaissez? Ben voilà, j'en parlerai l'après-midi. Okay. C'est votre complément, vous me donnez de l'eau à mon moulin. Volontiers, je vous écouterai. DHEA est contre-indication prostatique chez l'homme. Est-ce qu'il ne faut pas être prudent? Oui, sur la prostate, bien que plusieurs études ont montré que la DHEA n'était pas impliquée dans l'adénome de la prostate et dans les cancers de la prostate. Oui, mais si elle augmente la testostérone, elle peut être... Oui, mais pour la prostate, c'est la dihydrotestostérone qui est impliquée, qui est présente très très majoritairement dans la prostate. Quand on dose la testostérone ou la dihydrotestostérone dans le sang, on a un mauvais reflet de ce qui se passe dans la prostate. Mais si ça va être dans les adénomes, j'en prescris pas, ou je prescris avec un inhibiteur de la 5-alpha. Genre finastéride pour bloquer la DHT. En fait, c'est la DHT qui est malheureuse, quoi. C'est pas la testo elle-même. Ça m'arrive dans les cancers, mais évidemment, il ne faut pas en prescrire. Et quand il y a un adénome, je prescris toujours un finastéride ou diastéride. Je bloque la 5-alpha. Je n'ai pas parlé de l'homme et des complications. En fait, il faut être, je pense, beaucoup plus prudent chez les femmes. Ça peut être très très dangereux. Oui, juste une question. J'ai par rapport au syndrome dans la prise de T3, je n'ai pas compris les résultats de l'étude dans l'obésité et la prise de T3. En fait, quand on a les personnes obèses dans cette étude avaient une hypothyroïdie infraclinique, et ils ont été supplémentés en T3 pour augmenter leur hormone thyroïdienne qui était déjà normale. C'était que la TSH qui était touchée. Maintenant, en faisant ça, l'auteur prétendait qu'on allait avoir une baisse du poids qui pouvait aider l'obèse. Mais cette baisse de poids elle est assez négligeable et on a les répercussions cardiaques qui se greffent à côté en dehors de l'anxiété, etc. Donc en fait, c'était pour dire il faut faire attention parce qu'il y a des études qui indiquent toutes les hormones thyroïdiennes, que ce soit la T3 ou la T4, pour des hypothyroïdies infracliniques, et on se retrouve avec des patients qui ont des problèmes de rythme cardiaque et qui ont des problèmes d'ostéoporose, alors qu'en fait, on leur a pas du tout résolu leur problème, puisque initialement, avec une TSH, on va dire, avec une élévation modérée de la TSH et une T4 normale, on a une réduction du poids qui est quasiment inexistante et c'est plutôt dangereux. Parce que... Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut toujours pratiquer un dosage avant de prescrire? Et les indications, c'est à partir de quel âge
On a parlé de Il ne contre-indication. faut jamais prendre de DHEA sans faire un dosage de sulfate de DHEA. L'automédication, c'est mauvais comme tout. C'est vraiment, vous avez vu, c'est une pro-hormone. Hein, donc c'est une hormone qui est un réservoir d'hormones. Elle peut être très dangereuse. Il faut doser avant et doser au bout de 2-3 mois de traitement. Elle met à peu près 12 semaines à remonter. Au bout de 3 mois, vous redosez. Et à mon avis, 25 mg chez l'homme et maximum 50 chez la femme, c'est largement suffisant. Et si vous pouvez, aidez-vous de tests génétiques. Dosez certains cytochromes pour voir si vous avez un risque de cancer du sein ou autre. Puisqu'elle est très métabolisée au niveau du sein. Les indications, si vous avez un taux qui est vraiment... Vous avez vu les normes qu'on a, j'ai passé très vite, mais vous avez vu les normes qu'on a en anti-âge, qui ne sont pas du tout les normes qu'on utilise dans l'âge, puisqu'on attend... La chute est considérée comme physiologique. Nous, on ne la considère pas comme physiologique. Donc il faut rattraper la norme, le taux de 25-30 ans, et vous mettre dans le milieu de ce taux, par rapport à ce que vous donne votre laboratoire. Il n'y a pas d'âge. Si votre patient, il y a des gens âgés qui ont encore des sécrétions très toniques et qui n'en ont vraiment pas besoin. Et il y a des gens, il y a des femmes à 25 ans qui ont déjà des taux qui sont déjà très baissés. Par exemple, quand vous avez des problèmes d'ouverture du col utérin à l'accouchement, souvent, si vous regardez, vous avez une DHA qui est très basse. Et vous pouvez des fois commencer à corriger. Mais oui, juste. Précision, c'est important aussi de regarder le rapport DHEA sur cortisol. Parce que c'est l'indication n'est pas seulement de DHEA seul, mais c'est souvent un taux de cortisol élevé peut indiquer une prescription de DHEA, et notamment dans tout ce qui est problème psy.